as soon as we want. So, bienvenue donc à cette conversation communautaire. Alors, les conversations communautaires, ce sont des webinaires, en fait, on appelle ça conversations communautaires, sont des rencontres virtuelles qui ont lieu entre des intervenants experts, peut-être des experts élites Autodesk, comme c'est le cas aujourd'hui, mais pas nécessairement. On peut avoir également des gens de la communauté qui se proposent de faire des conversations communautaires. Les sessions qu'on va présenter, c'est la première d'ailleurs qu'on présente aujourd'hui en français. Ces sessions vont aller de l'approfondissement des connaissances sur le logiciel, des trucs et astuces, une partie qui est toujours appréciée des gens, des démonstrations en direct sur des produits, tels que, pour les produits phares, on va dire AutoCAD, Revit, Dynamo, Fusion 360 aujourd'hui, à éventuellement des tables rondes sur les perspectives de l'industrie. Ce ne sera pas forcément des conversations uniquement orientées logiciel, des tendances émergentes et des choses comme ça. Pour le niveau, en fait, on peut s'adresser à des niveaux différents. Ces conversations communautaires peuvent s'adresser autant aux débutants qu'à l'expert, suivant les thèmes, bien sûr, que vous avez pu lire en vous inscrivant à l'événement, naturellement. Alors, je suis légalement obligé de vous présenter ce texte. Ce texte est un texte légal d'Autodesk. Il est assez long. Je vais vous laisser le parcourir un peu rapidement et je vais vous le résumer, en fait, pour aller un petit peu plus vite. Alors, il consiste en une déclaration qu'on appelle en anglais Safe Harbor, en anglais, et en français, déclaration de la sphère de sécurité. Il dit, en essence, que vous ne devez pas faire des décisions d'achat de logiciels Autodesk basées sur les perspectives, sur les présentations que vous allez voir aujourd'hui. Vos décisions d'achat doivent être basées uniquement sur des logiciels, sur ce qu'on peut éventuellement vous présenter comme étant des évolutions futures. Voilà en quoi consiste cette déclaration légale que je dois vous présenter aujourd'hui. Voilà. Alors, avant de commencer vraiment la présentation, la communication est mise normalement en sourdine pour réduire le bruit de fond, donc avec la plupart de vous, assistants à la présentation, naturellement excepté moi-même et le présentateur. Nous vous invitons à allumer votre caméra si vous le souhaitez, lorsque c'est possible, quand vous voudrez intervenir pour poser des questions. Après chaque petite présentation de Fabien, on ouvrira une session de questions-réponses et vous pouvez soit poser vos questions dans la fenêtre chat, donc, soit éventuellement ouvrir votre caméra et votre son à ce moment-là. Si vous avez une question à poser en direct à Fabien, alors, de préférence après cette courte présentation par section de 5 minutes, après ces 5 sections, pas pendant la section pour ne pas trop l'interrompre, vous pouvez lever la main, il y a une icône dans le logiciel pour lever la main, et nous vous demanderons de rétablir le son pour poser directement votre question. C'est une façon de faire. Vous pouvez également utiliser le chat pour le faire. En fait, Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, je vais couper le son d'un de nos interlocuteurs. Il y a un peu de bruit de fond, c'est fait. Cette session sera enregistrée. Donc, cette session, elle est déjà enregistrée. I think, Chan, you are recording, is it already? OK, that's fine. Okay. So, cette session est déjà enregistrée. L'enregistrement sera publié sur la page des conversations communautaires, là où vous vous êtes inscrit, en fait, et également, naturellement, sur la chaîne YouTube Autodesk France et également sur notre forum Fusion 360. Même si vous manquiez cette session, vous ne pouvez pas normalement la manquer complètement. Soit vous la voyez en live, soit vous la verrez de toute façon sur nos différentes propriétés. Alors, aujourd'hui, donc, moi, l'animateur de la communauté Autodesk et Fabien Perret, donc, qui est Autodesk Certified Instructor, c'est sa société dont le nom est affiché ici, et qui fait possiblement des formations sur les logiciels qu'on appelle de design and manufacturing. Donc, ma connaissance, c'est principalement pour Fabien, le logiciel Autodesk, il s'agit principalement de Fusion 360 et d'Inventor, mais il pourra certainement nous en dire un petit peu plus après. Alors, lors du jour de la session, aujourd'hui, donc on a une présentation d'introduction, c'est ce que je suis en train de faire ici. On aura les 5 questions les plus posées sur le forum, donc c'est
une session qu'on a prévue pour répondre aux 5 questions les plus posées sur le forum. Et puis, on aura des questions et réponses, une conclusion à la fin. Mais entre les 5 questions, on aura également possibilité, vous aurez plutôt également possibilité de poser des questions à Fabien qui essayera d'y répondre, n'est-ce pas? Voilà ce Tout qu'on à peut fait. dire. Donc là, on va commencer la présentation. Donc, ce que je vais faire, je vais à ce moment-là demander à Fabien je vais couper moi mon partage et demander à Fabien, lui, de partager son propre PowerPoint, qui est la suite exactement de ça, qui va vous présenter sa première section. Hein. Donc, Fabien, tu devrais être capable de partager ton PowerPoint pour prendre la suite maintenant et prendre la parole quand Et je commence. voilà qui est fait. Patrick, est-ce que tu vois bien mon écran? C'est impeccable, on voit très bien ton écran, Fabien. C'est parfait. Ben, bonjour à tous. Je m'appelle donc Fabien Perret. Je suis Autodesk Certified Instructor sur les logiciels en effet de conception assistée par ordinateur, surtout sur Fusion 360 et sur Inventor. Je suis aussi depuis quelques années Autodesk Expert Elite. Vous avez dû me voir sur les forums, répondre à quelques-unes de vos questions si vous passez sur les forums. Si vous n'êtes pas passé sur les forums, venez nous voir. Venez poser vos questions sur les forums. C'est toujours un plaisir pour nous de répondre. Et j'ai aussi écrit un livre sur Inventor l'année dernière qui s'intitule Inventor 2022, modélisation et documentation de systèmes mécaniques. Alors, une toute petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas Inventor. Inventor, on a l'habitude de dire que c'est le grand frère de Fusion 360. On ne va pas bien sûr parler d'Inventor ici, mais sachez que c'est un logiciel, disons, un petit peu plus évolué que Fusion, bien que sur certains points, hein, Fusion a des potentiels que Inventor n'a pas. Voilà, je ferme simplement la parenthèse sur ce logiciel. Et donc, on est ensemble aujourd'hui pendant 50 minutes pour parler des 5 questions qu'on a recensées comme étant les questions les plus posées sur nos forums. Et les 5 questions qu'on a recensées comme étant les plus posées sur nos forums, c'était tout simplement les problèmes récurrents concernant les polices et les contours non clos, la reprise de pièces. Donc, quand on parle de reprise de pièces, c'est comment vous allez faire pour revenir sur des choses que vous avez fait sur vos designs. Hein. On parlera surtout chronologie ou timeline, hein, c'était le nom qu'on employait avant. On va aussi parler de comment on peut remplir une surface pour la transformer en un solide ou remplir un maillage qui serait problématique, sur lequel il manquerait une facette, par exemple. Enfin, on va passer à la modification d'un maillage. On passera dans ce cas-là sur un onglet particulier qui est l'onglet de maillage qui a fait son apparition il y a quelques mois maintenant hein, sur Fusion et qui a vraiment un gros potentiel. On ne pourra pas aller dans le détail de tout ce que nous offre cet environnement, mais on va voir de quelle façon on va pouvoir convertir un maillage qui peut être complexe en quelque chose de plus facile à travailler sous la forme d'un solide tout simplement. On verra aussi différentes méthodes, enfin, de copie et de réutilisation de body ou de composants hein, pour vous permettre d'éviter d'avoir à retravailler les mêmes pièces. Hein. Le but étant, bien sûr, de ne pas redessiner souvent les mêmes pièces. Une fois que vous avez dessiné une pièce, ça peut être intéressant, bien sûr, de la réutiliser au maximum. Donc, je vais poursuivre la présentation avec la slide suivante et le premier sujet, les problèmes récurrents de police et de contours non clos. Alors, on va commencer par définir les polices que vous devriez utiliser, comment on ajoute une police et comment on peut l'utiliser sur Fusion, comment on peut décomposer un texte qui est problématique, qui ne voudrait pas s'extruder, et enfin, on va basculer après sur les contours clos qui ne pourraient pas être totalement indépendants des polices, bien que en fait, souvent, on a ce problème avec certaines polices qui sont un peu complexes, c'est qu'on n'arrive pas à les extruder. Et ça dépend en fait surtout du contour qui n'est pas clos. On verra donc comment on identifie ces contours qui ne sont pas clos et comment on peut corriger simplement les contours qui ne sont pas clos. Alors, on va commencer tout de suite. Comment est-ce qu'on ajoute une police et même avant, quelle police vous devriez importer? Alors, sur Fusion 360, je vais basculer mon écran comme ceci. Sur Fusion 360, vous allez chercher des polices TTF pour TrueType. C'est les polices qui marchent le mieux, enfin qui marchent tout court d'ailleurs. Donc c'est la première chose à savoir. Si vous cherchez une police à intégrer dans Fusion, vous cherchez une police avec l'extension TTF. Vous avez des polices TTF pour TrueType et des polices OTF pour OpenType. Dans certains cas, vous pourriez juste renommer les polices OTF en TTF et vous avez une petite chance que ça fonctionne.
mais la plupart du temps, vous essaierez d'avoir directement les fichiers TTF pour les importer dans votre navigateur, dans Fusion plutôt, excusez-moi. Et pour l'importer dans Fusion, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement d'aller chercher paramètres de police sur votre ordinateur. Et quand vous allez faire paramètres de police, je vais basculer mon écran ici. Vous allez vous retrouver sur les différentes polices. Et vous le voyez en haut à gauche, un cadre, glisser, déposer des fichiers à installer. Et vous aurez juste besoin d'aller chercher, bien sûr, votre fichier et de le glisser à cet endroit-là et de lâcher. À ce moment-là, la police est installée. Alors, faites ça quand Fusion est coupé, c'est le mieux. Hein. Vous pouvez le faire allumer et redémarrer Fusion, mais tant qu'à faire, le mieux, c'est que Fusion soit éteint, de manière à laisser Fusion reconnaître cette nouvelle police et pouvoir l'utiliser par la suite. Et après, quand on va rebasculer sur Fusion, on va faire une nouvelle esquisse. Je ne vous apprends rien. On va aller chercher dans Créer un texte. On va dessiner le cadre du texte. Et dans ce texte, on va pouvoir noter, alors j'ai une fenêtre qui s'est perdue, et on va pouvoir aller retrouver la différente police. Là, normalement, c'était la LT Carpet, G-H-I-J-K-L, et LT Carpet est ici. Et donc, vous allez pouvoir l'utiliser comme bon vous semble dans la plupart des cas. Alors, dans la plupart des cas, justement, on va vérifier sur celle-là. Donc, quand je vais faire une extrusion, je peux sélectionner mon élément et je vais pouvoir la tirer. Celle-là ne pose pas de problème. D'accord. Bien sûr, la question, ça va être qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes? Comment on peut résoudre ces problèmes? Et ça, c'est donc la deuxième partie. Ce qui peut arriver souvent, c'est qu'en fonction de la complexité des polices, vous ayez des problèmes pour faire des extrusions. C'est le cas ici, j'ai préparé un fichier et quand je vais essayer de faire mon extrusion, la police ne fonctionne pas. La police ne veut pas s'extruder parce que, eh bien, elle est peut-être trop complexe. Ça peut dépendre de beaucoup de choses en réalité. C'est sûr que si vous partez sur des polices trop complexes, directement, vous risquez d'avoir des soucis. Mais il y a une petite technique qui peut marcher assez souvent, pas tout le temps malheureusement, mais c'est via clic droit d'aller chercher ici, décomposer le texte. Lorsque vous décomposez le texte, on perd bien sûr la faculté du texte à être changé, hein, comprenez bien ça, hein, on ne va pas pouvoir re-rentrer dedans pour changer les lettres, mais on a décomposé le texte sous la forme, comme vous voyez, de lignes. Et donc, ça nous permet d'identifier et de corriger peut-être les problèmes. Regardez, à cet endroit-là, par exemple, ça peut être un problème qu'on va pouvoir corriger en utilisant les outils d'ajustement, en retraçant des lignes, mais même pas obligatoirement, car à partir de ce moment-là, quand je vais fermer l'esquisse et que je vais chercher une extrusion, chaque contour est indépendant. Donc, à partir de ce moment-là, normalement, vous voyez, j'ai corrigé le problème. Je peux me retrouver dans cette situation et donc je peux extraire chacun des éléments. Alors, vous serez obligé, du coup, de sélectionner chacun des éléments séparément, mais ça peut être une solution pour vos polices qui posent problème. Alors, une dernière chose, hein, certaines polices, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas les utiliser. C'est comme ça, même si c'est du TTF, même si elle paraît simple, il y a certaines polices qui ne vont pas passer. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais dans ce cas-là, il vous reste une dernière solution, c'est d'utiliser un logiciel comme Inkscape, par exemple, et de créer ce qu'on appelle un fichier SVG. Un fichier SVG, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un fichier image vectoriel que Fusion va être capable d'accepter. Et quand on va le charger dans Fusion, eh bien, il va reconnaître les contours. Et dans ce cas-là, on pourra utiliser l'élément. Le plus simple encore étant de trouver une police qui se rapproche plus de ce que vous vouliez. Ensuite, on va basculer maintenant, on va un petit peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur les contours clos, les contours non clos. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des contours clos? On fait des contours clos surtout pour faire du volume parce que, eh bien, la plupart du temps, on veut quelque chose qui va nous permettre d'imprimer en 3D ou de pouvoir identifier des matières ou plutôt des densités pour avoir des poids. Mais vous le verrez un petit peu plus tard, ce n'est pas encore une obligation. Néanmoins, comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer, pardon, comment est-ce qu'on peut faire pour modifier un contour clos et surtout non clos et surtout comment identifier les contours non clos? La première chose à faire, c'est de repérer ces petits points blancs là. Quand vous avez des petits points blancs dans un contour, eh ben, la plupart du temps, il y a un problème à cet endroit-là, c'est que les points ne sont pas correctement liés. La deuxième chose à faire, c'est de vérifier la couleur du contour derrière. Là, vous voyez, je n'ai pas de contour. Bien sûr, il faudra faire attention que afficher le contour est coché. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir identifier rapidement les problèmes. Vous n'aurez plus qu'à fermer les contours. Alors, il y a plusieurs possibilités pour fermer les contours. Vous pouvez essayer une coïncidence, bien sûr, entre les deux points.
comme ça. À partir de ce moment-là, le contour est fermé. Vous voyez, il apparaît en bleu, il sera d'accord pour être extrudé. Et sinon, tracer tout simplement l'élément qui pourrait manquer. Une autre solution, si jamais vous ne retrouvez pas ces points, car parfois, même sans affichage de points blancs, le contour n'apparaît pas correctement, c'est tout simplement d'aller chercher la ligne et de tracer des lignes pour voir à quel moment vous n'arrivez plus à fermer votre contour. Vous le voyez, en déplacement ma ligne, je vois que le contour se ferme, il se ferme jusqu'à un point donné. Évidemment, là, on a vu quel était ce point, mais on va pouvoir tracer comme ça plusieurs lignes, et à ce moment-là, on va être capable de voir à quel endroit précisément ça pose problème. Et parfois, on va être capable aussi de réduire ça au point où il ne nous restera plus qu'à dessiner le morceau qui nous reste. Je vais revenir là-dessus et tout simplement remettre en coïncidence mes deux points pour fermer mon contour, comme ceci. À partir de ce moment-là, vous l'avez deviné, tant que je vois le contour, vous savez d'ailleurs sûrement, je n'ai plus de problème, je vais pouvoir extruder l'élément et m'en servir sans aucun problème avec les fonctions d'extrusion ou avec d'autres choses. Voilà, c'est terminé pour la première slide, c'est terminé pour les contours non clos. On va répondre aux premières questions. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les exprimer soit par le chat, dans la fenêtre qui s'appelle Discussion, en l'activant si elle n'est pas activée. Vous avez un bouton Discussion en bas de votre fenêtre Zoom. Et sinon, vous pouvez tout simplement aller dans les réactions, ça s'appelle les réactions. Et dans les réactions, vous verrez une icône qui s'appelle Lever la main. Ça veut dire que vous demandez la parole. Hein. Donc, si Et en effet, vous avez Didier, des questions là-dessus, vous pouvez y aller. Et Oui. en effet, Didier, quand deux points sont en coïncidence, ils deviennent noirs, tout à fait. Ouais. Et ça prouve qu'ils sont bien collés l'un à l'autre. On cherche toujours à faire du volumique. Mais c'est vrai qu'il y a une dernière chose que je ne vous ai pas dit, c'est que en réalité, ce n'est pas si grave. C'est qu'on a l'habitude de travailler en volumique. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière sur mon contour. Voilà, avec un contour qui est en erreur, ou quand je vais essayer d'extruder, il ne va pas être d'accord pour sélectionner l'intérieur du contour. Mais en réalité, vous avez d'autres outils. Nous, on a l'habitude de travailler en volumique. C'est quelque chose d'habituel quand on fait la conception assistée par ordinateur. Mais on a des outils dans Fusion de surfacique qui sont géniaux et qui marchent très bien. Et la dernière possibilité, c'est plutôt qu'essayer de faire du volumique, c'est de faire du surfacique. Et quand vous allez faire du surfacique, là, il n'y aura pas de problème. Contour ouvert, contour fermé, ça va bien se passer. Évidemment, ça va demander un peu plus de travail derrière, car à partir de là, on n'a pas un contour qui est clos, on a un élément qui est complètement vide, on ne va pas pouvoir l'imprimer, par exemple, mais il y a encore, une nouvelle fois, plein d'outils qui vont nous permettre de corriger ça. Un outil, par exemple, c'est épaissir, qui va nous permettre d'épaissir les éléments et de créer du volume. Un autre outil que je vais vous faire voir un petit peu plus tard, c'est de fermer complètement la surface et de venir coudre la surface pour créer un volume que vous allez pouvoir réutiliser une nouvelle fois, soit en impression 3D, soit tout simplement pour faire des formes complexes à l'intérieur, pour faire des coques, bref, tout ce que vous pourriez faire avec un volume courant. D'accord. J'ai une question complémentaire, personnellement, Fabien, à propos de ça. C'est un petit truc. Quand tu déplaces ton point pour le remettre sur un autre point, et comment tu fais? Tu tiens appuyé ta souris et tu le déplaces, ou tu cliques, tu Alors, relâches et tu replaces ailleurs? là, dans certains cas, on devrait pouvoir le déplacer. Vous voyez ici, ce n'est pas toujours le cas, ça ne répond pas toujours comme on veut, surtout parce qu'on a fait une décomposition de texte dans ce cas-là. Et la plupart du temps, moi, je vais plutôt utiliser les outils qu'on connaît habituellement, qui sont les contraintes, parce que ça nous permet aussi de s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur. La Ouais. contrainte qu'on va utiliser entre deux points, ce sera toujours la même. Là, il n'y a pas beaucoup de choix, ce sera coïncident, et on va venir mettre en coïncidence ces deux points. D'accord. Et à partir de ce moment-là, on est sûr et certain qu'on n'aura plus de problème. Ils ne vont pas pouvoir se décrocher l'un de l'autre, même si on fait des modifications derrière. Impeccable, merci. Pas de problème. Merci. Donc, a priori, on n'a pas d'autres questions. Et comme tu le signalais, Fabien, on a un temps assez serré pour expliquer tout Alors, on ça. va Donc, on ne va basculer tout de pas passer suite plus et de on ne temps. perd Je pas te de laisse donc temps. continuer. Allez, c'est parti. Maintenant, on parle de la reprise de pièces. On va commencer par les recommandations. Alors, les recommandations, elles sont assez simples. Les recommandations, c'est déjà d'activer, bien sûr, le fait que l'historique soit en marche. Donc, je vais ouvrir un autre document un petit peu plus complexe. Voilà, avec un gros historique en bas, mais cet historique, il peut être présent qu'à partir du moment où vous avez bien vérifié. Ça se fait sur la plupart des pièces automatiquement, mais quand vous faites de l'import, pas forcément. Donc, soyez attentif à ça via clic droit tout en haut de votre pièce et vous allez tout en bas, ici,
Là, il y a écrit de ne pas capturer l'historique parce que forcément, l'historique est en train d'être capturé, mais vous aurez capturé l'historique. Et donc, c'est la première chose à faire, hein, c'est de vous assurer que l'historique est bien en train d'être capturé. Sinon, vous aurez du mal à revenir sur votre historique qui est ici. La deuxième chose à faire, s'il vous plaît, vos congés, vos chanfreins et tous les éléments qui sont cosmétiques comme ça, essayez de les mettre le plus à la fin possible de votre pièce. C'est des éléments qui sont faciles à mettre en place en général, mais c'est des éléments qui vont rendre un peu plus difficile la reprise de pièces. Donc, le congé, les chanfreins, on essaye de les mettre à la fin. Comme ça, c'est plus facile de revenir dessus et c'est plus facile de modifier les fonctions en amont. Sinon, vous risquez de faire quoi? Vous risquez de faire des références en fait sur ces arêtes de chanfrein ou sur ces arêtes de congé avec d'autres fonctions qui sont beaucoup plus importantes, d'extrusion, de révolution, etc. Et du coup, dès qu'il va y avoir une modification sur le congé ou le chanfrein, ou si tout simplement vous dites ah bah non, je vais le faire différemment, ce congé, je vais le remettre à un autre endroit, et vos fonctions qui sont après, elles vont poser des problèmes. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de séparer vos designs tant que vous pouvez. C'est-à-dire, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est la possibilité d'utiliser des références externes dans Fusion qui est vraiment très puissant. C'est quelque chose que j'adore et que j'utilise beaucoup. Comme je vous dis, on y reviendra un petit peu plus tard. Et vous n'êtes pas obligé de tout faire dans la même fenêtre. Vous avez tout à fait le droit de répartir les différentes pièces dans différents fichiers. Et du coup, c'est beaucoup plus facile, bien sûr, à utiliser. L'autre possibilité aussi, c'est d'utiliser un squelette. Donc, un squelette, c'est un fichier qui est seulement surfacique ou linéaire, donc on n'aura pas de volume, et c'est sur ce fichier qu'on va baser nos éléments, et c'est ce fichier qui va contrôler tout simplement la façon dont nos modèles se comportent. Maintenant, on va parler de l'historique. Alors, l'historique, c'est l'élément que vous avez en bas ici qui va reprendre toutes les fonctions, bien sûr. Et donc, cet historique, la première chose, c'est bien sûr, quand je vais retourner sur une fonction, c'est la possibilité, via clic droit, de modifier la fonction pour en modifier les caractéristiques ou de modifier l'esquisse, bien sûr, de la fonction. Hop là, je reviens, ou de modifier l'esquisse. Ça, c'est la première chose. Votre historique, il est toujours là, toujours disponible. Vous avez simplement à faire un clic droit sur un des éléments et vous allez pouvoir revenir comme ça sur les esquisses, sur les extrusions et les modifier comme vous voulez. Vous avez aussi, via clic droit, la possibilité de faire de la reprise vraiment. Alors, qu'est-ce que j'appelle reprise? C'est vraiment de revenir à un endroit spécifique qui va annuler tout ce qui a, enfin, qui va mettre de côté, ou plutôt qui va masquer temporairement tout ce qui a été fait après. Et du coup, une nouvelle fois, ça vous évite de créer des références entre des éléments qui n'auraient pas vraiment besoin d'être mis en référence, justement. Et donc, ça, c'est la deuxième chose. Quand vous faites de la reprise de pièces, faites un clic droit à l'endroit qui vous arrange et vous allez placer le marqueur. Et ce marqueur, il est déplaçable. Ce marqueur, vous allez pouvoir, comme ceci, le déplacer d'un côté ou d'un autre pour venir faire apparaître la suite de la conception ou faire disparaître la suite de la conception. Et vous allez pouvoir naviguer tout au long de l'historique, tout simplement. Évidemment, là, le déplacement de ce marqueur, il est aussi contrôlé par les différentes possibilités qui sont ici. Vous avez la première, la lecture, qui va lire toute la conception de la pièce. Vous avez les deux petites flèches qui sont à côté qui va sauter simplement juste un niveau dans un sens ou dans un autre. Et puis les deux dernières flèches qui vont revenir au tout début de la conception ou tout à la fin de la conception, tout simplement. Ça prend plus ou moins de temps en fonction de la complexité de votre conception. Vous avez bien sûr ici, quand vous avez bien sûr ici, quand l'historique est trop grand, la possibilité de venir de gauche à droite déplacer votre historique. Et vous avez aussi enfin les groupes. Alors ça, c'est une autre possibilité. Dans votre historique, vous êtes capable de faire des groupes. Ça, c'est un groupe, par exemple. C'est l'icône d'un groupe. Pour faire un groupe, rien de plus simple. Vous allez sélectionner des éléments. Avec la touche Shift de votre clavier, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments. Vous allez faire un clic droit. Et ici, vous avez créé un groupe. Et quand vous avez créé un groupe, donc c'est ça qui va se passer. Vous aurez ce petit icône. Et vous avez la possibilité aussi de renommer le groupe via clic droit. Vous avez ici la possibilité de renommer le groupe ou de masquer les fonctions du groupe. Ça peut être très pratique pour identifier facilement ce que vous avez fait et pour y revenir. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des groupes sur tout. C'est juste une autre possibilité qui vous permet d'organiser un petit peu vos conceptions. Enfin, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant, ce sont les composants, c'est la dernière chose. Les composants, on les crée à partir des corps. Lorsqu'on a créé des corps, on va pouvoir, via clic droit, tout simplement, aller créer des composants. On a la possibilité ainsi d'obtenir ce genre de choses. Donc, quand vous avez votre dossier corps à l'intérieur d'un élément, peu importe lequel,
ici, par exemple, vous avez votre dossier corps. Ici, via clic droit, vous voyez, vous avez la possibilité ici de créer des composants à partir des corps. Alors, il y a d'autres possibilités pour créer des composants à partir des corps. Quand je vais faire une extrusion, dans les opérations, ici, la dernière option, nouveau composant, qui va me permettre de créer un composant. Là, l'avantage, comme vous voyez, là, j'ai activé un composant. J'ai simplement cliqué sur le bouton radio à droite de ce composant et je me suis retrouvé avec un historique beaucoup plus court. Beaucoup plus court pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, tout ce qui s'est passé avant la création du composant est masqué. Donc ça, c'est une chose à savoir. Et la deuxième, c'est qu'on ne retrouve que les actions qu'on a fait sur ce composant. Donc vous pouvez très bien imaginer commencer à dessiner quelque chose, scinder vos éléments en corps, les transformer en composants le plus tôt possible, de manière à regrouper ces éléments et donc à faciliter les choses. Tout simplement, au niveau du travail, ce sera beaucoup plus facile pour faire de la reprise de pièces. Allez, j'enchaîne rapidement. La dernière chose, et c'est ce que je préfère moi personnellement, c'est d'utiliser les références externes. C'est ce dont je vous parlais depuis le début. En réalité, c'est très, très facile. Vous allez faire plusieurs fichiers fusion avec chacune des pièces et vous n'aurez plus qu'à glisser depuis votre panneau de données à l'intérieur de votre élément le fichier. Vous le voyez, à partir de ce moment-là, il apparaît dans votre élément. Vous pouvez le déplacer, mais on aurait plutôt tendance à utiliser les liaisons pour le positionner vis-à-vis des autres composants. Mais regardez surtout l'icône. L'icône avec un petit chaînon à côté qui indique qu'en réalité, j'ai un lien avec ce composant. Et donc, vous allez pouvoir le modifier directement, directement depuis son fichier. Comme ça, vous réduisez au maximum en fait l'interférence avec les autres choses. Alors, ça limite évidemment les possibilités que vous avez de faire des références avec d'autres éléments, mais au moins, c'est plus facile de gérer, de contrôler ces éléments de manière à vraiment identifier les fonctions qui appartiennent à tel ou tel composant. Voilà, c'est fini pour la reprise de pièces et j'utilise et je suis prêt à répondre aux questions. Alors, Simon avait une question d'abord. J'ai cliqué sur demander de réactiver le son au cas où, Simon, tu veux prendre la parole. Sinon, ta question, elle est dans la fenêtre de chat. Donc, Fabien, je crois que tu peux la lire. Alors, Simon, en parlant de la contrainte, y a-t-il moyen de voir la liste des contraintes quand des fois l'esquisse ne peut bouger à cause de surcontraintes, mais des fois très difficile de trouver laquelle gêne? Malheureusement, non, il n'y a pas moyen de voir la liste des contraintes. La seule façon, ça va être d'essayer de déplacer les éléments un par un. On va ouvrir une esquisse. S'il veut bien ouvrir l'esquisse. Non, pas celle-là, c'est pas grave. On va revenir ici. On va rouvrir une esquisse. Voilà. La seule façon d'identifier les éléments, c'est essayer de les déplacer. Malheureusement, il n'y a pas d'autre façon. On va essayer de prendre les éléments, de les bouger, de voir un petit peu ce qui se passe, voir un peu la façon dont réagit l'élément. Théoriquement, vous avez quand même un petit message d'avertissement qui devrait apparaître en bas à droite et qui devrait quand même vous guider un petit peu sur ce qu'il faut ou ne pas faire pour corriger l'élément, en tout cas au maximum. Le plus simple, en fait, c'est quand même de limiter les contraintes, de venir petit à petit rajouter des éléments sans trop en mettre d'un coup. Moi, la technique que j'utilise la plupart du temps, c'est déjà de mettre le maximum de contraintes géométriques, et le minimum de contraintes dimensionnelles. D'accord ? Limiter les contraintes dimensionnelles, maximum de contraintes géométriques, et en général, c'est parce qu'on a mis trop de contraintes géométriques, trop de contraintes dimensionnelles, pardon, trop de code d'esquisse, mais ça dépend des éléments. Ensuite, j'ai une autre question. Okay, merci beaucoup. La question de Stéphane, et ensuite, ça sera Didier. La question de Stéphane, et ensuite, ce sera Didier. Alors, convertir en fonction DM, c'est quoi l'intérêt? C'est de réduire, en fait, la taille de votre historique. En fait, c'est juste de limiter, au final, les éléments qui apparaissent dans votre élément. Mais vous comprenez bien, du coup, ça perd toute une réflexion, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir retourner à l'intérieur. Donc, moi, je ne m'en sers pas beaucoup parce que, justement, en fait, ça va créer un corps à partir de l'endroit où on était. Et ça va, en plus, bon là j'ai un modèle qui est très complexe, donc ça ne lui a pas beaucoup plu, évidemment, parce qu'il a perdu des références. Donc en fait, ça va simplement créer un corps, ça va simplifier l'élément, mais du coup, ça nous empêche de revenir à certains endroits dans notre historique. Je m'en suis servi de temps en temps, surtout pour des éléments qui étaient trop complexes, en fait. On était arrivé à un modèle qui était vraiment très complexe, et Fusion avait un petit peu de mal à lire, donc on a pris une décision, c'était de dire on perd ce qu'on a fait avant, de manière à pouvoir retravailler avec le fichier correctement. Au final, c'est la même chose que si vous aviez exporté
en step, par exemple, et recharger l'élément. Donc, vous allez vous retrouver avec quelque chose comme un volume mort, en fait, mais qui sera beaucoup plus facilement exploitable sans la possibilité de revenir dans l'historique. Didier, j'ai allumé ton micro si tu souhaites prendre la parole. Mais merci beaucoup, vous m'entendez? Oui. Oui, Didier. Donc, tu dis que tout est basé sur l'historique. L'enregistrement de cet historique est-il optionnel dans un paramètre ou c'est Alors, automatique? Il théoriquement, quand enregistre vous allez toujours un historique. Bah, pas toujours. Théoriquement, quand vous allez faire un nouveau fichier Fusion, ça va s'activer par défaut, mais quand on fait de l'import, souvent, il ne va pas s'activer par défaut quand vous allez faire de l'import, en particulier de l'import de maillage. Donc, il va falloir, via clic droit, tout en haut, venir chercher ici, tout en bas, capturer l'historique de conception. Là, on voit écrit ne pas capturer l'historique de conception parce que dans ce cas-là, l'historique de conception est activé, mais sinon, il y aura écrit capturer l'historique de conception et on va se retrouver avec l'historique de conception. Première chose que vous avez besoin de faire, c'est de jeter un coup d'œil en bas de votre fenêtre et de vérifier qu'il y ait bien cette barre. S'il n'y a pas cette barre, tout simplement, l'historique de conception n'est pas en cours de capture. Ok, je te laisse poursuivre, Fabien, pour la suite de la présentation. Bien sûr. Combien de temps il nous reste, s'il te plaît, Patrick? Alors là, on est à 34. Il nous reste, on va dire, peut-être une vingtaine de minutes si on enlève la conclusion, quoi. Donc, ça fait un petit peu short. D'accord, alors on va continuer, on va essayer d'accélérer un petit peu. Donc la reprise de pièces, c'est fait maintenant, on va aller vraiment très vite. Je ne vais pas vous présenter la slide, on va donc parler simplement des surfaces, comment on corrige des surfaces et comment on corrige des maillages. On va faire ça assez rapidement, on accélère un petit peu, donc on va commencer avec les surfaces. Avec des surfaces non closes, je vais réduire un petit peu cet élément. Voilà, ça c'est d'ailleurs une des questions qu'on avait eues sur le forum avec un problème sur une surface qu'on voulait passer en volume. Vous ne pouvez pas créer un volume comme ça directement sur une surface. Il va falloir faire ce qu'on appelle un corps clos. Pour faire un corps clos, il y a plusieurs méthodes. Je vous fais voir la méthode la plus simple, c'est de faire des patchs comme ça, patchs de fermeture qui vont clore, qui vont faire le tour comme ça et qui vont clore l'élément. Et on va pouvoir comme ça, simplement, dans la mesure où les arêtes forment en effet quelque chose de fermé, clore l'élément. On pourrait aller plus loin, mais on n'a pas trop de temps. J'avais prévu de vous en faire voir un peu plus, mais on va devoir passer. Mais on pourrait très bien faire un trou à l'intérieur, rajouter un tube et faire quelque chose de plus complexe. Néanmoins, quand vous avez fait ça, vous voyez dans le corps, on est toujours avec des corps surfaciques. Ça, c'est la bonne façon de voir. Vous avez un icône qui représente une surface. Il va falloir coudre ces corps, tout simplement, les sélectionner. Quand c'est vert, ça veut dire qu'il arrive à retrouver ces petits, c'est-à-dire qu'il arrive à connecter les différentes surfaces entre elles. Ici, vous avez une tolérance qui vous permet donc d'augmenter la tolérance que le logiciel va avoir pour détecter si les surfaces sont assez proches ou pas. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, j'ai bien un corps ici, un vrai corps volumique que je vais pouvoir couper, sur lequel je vais pouvoir faire différentes actions. Maintenant, en ce qui concerne le maillage, je vais ouvrir un maillage que j'avais préparé. Alors, quand on a un maillage qui est non clos, c'est assez difficile de le faire manuellement, mais vous avez quelque chose qui est quand même assez pratique. Quand vous allez importer votre maillage, allez voir tout de suite le corps. Quand vous allez voir le corps, vous avez cette petite information qui vous dit le maillage n'est pas fermé. Le maillage n'a pas de volume positif, c'est-à-dire que le logiciel ne sait pas fermer le maillage. Vous cliquez simplement sur l'élément, il y a plusieurs types de réparations. Je ne vais pas faire le point sur toutes les réparations, mais si on valide, dans certains cas, bien sûr, vous allez vous retrouver avec un corps de maillage qui est clos. Si ce corps de maillage y est clos, vous allez pouvoir après, dans l'onglet maillage, dans modifier, aller chercher convertir le maillage, sélectionner le corps et valider. Et à partir de ce moment-là, il va reconstruire le corps et il va en créer un volume fermé. Comme vous voyez, l'icône de volume qui est ici, c'est encore quelque chose que je vais pouvoir couper. Alors, je vais faire une petite coupe, juste pour qu'on ait bien compris. Puis après, on va passer à la suite. Hop, faire une petite coupe pour bien vous prouver qu'à l'intérieur, mon corps, il est bien fermé. Il n'y a pas de souci, je vais pouvoir utiliser un solide. Alors, ça dépend bien sûr de la qualité de votre maillage, mais ça, on va y revenir juste après. Voilà, c'est tout pour cette autre slide qu'on a passé un petit peu vite. Est-ce qu'on a des questions? Oui, est-ce qu'il y a des questions ou si quelqu'un veut lever la main, cliquez lever la main et prendre la parole, il n'y aurait pas de souci. S'il n'y a pas de questions, effectivement, on est un petit peu pris, vous l'avez constaté par le temps. Je glisse une petite phrase. Ce qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui, si on n'a pas le temps, naturellement, on en parlera sur le forum dans le fil de discussion où cette session est annoncée. N'est-ce pas, Simon, une petite question?
Oui, Simon, c'est exactement ça. C'est un volume avec énormément de faces. On va y revenir hein, sur ces faces. Je vais vous faire voir comment on peut limiter le nombre de faces. Il y a deux méthodes, mais c'est exactement ça, c'est facettiser. C'est le STL, c'est le principe du STL. C'est que du STL ou du 3MF, quand on fait de l'impression, on n'a pas de face courbe, on n'a que des faces planes. Et donc, à partir du moment où, comme vous le voyez sur ma slide, on veut faire quelque chose de courbe, eh ben, on va faire des milliers de facettes. En fait, ça dépend bien sûr de la définition que vous voulez avoir. Et ça, c'est modifiable par la suite. Il n'y a pas de souci. Donc, tant qu'à faire, on va enchaîner. Hein, on va enchaîner Oui, parce que c'est justement la slide qui vient après. Comment modifier un maillage? Donc, on va pouvoir réduire, augmenter le nombre de faces, c'est la question. Générer et combiner des groupes de faces et transformer un maillage en solide. Couper un maillage et combiner un maillage, je pense qu'on va le laisser pour une prochaine fois parce qu'on ne va pas avoir oui. le temps. Mais on va ouvrir un maillage. Voilà, ça c'est un maillage. Et Simon, comme vous le dites, en effet, là j'ai plein de faces partout. J'ai plein de faces partout. Donc la première chose, c'est bien sûr quand vous avez un maillage, c'est de basculer dans l'onglet maillage. Et la possibilité que vous avez ici, c'est de réduire ici le nombre de mailles. Vous allez utiliser cette option qui vous permet de réduire le nombre de mailles et qui va enlever des facettes. Mais obligatoirement, si on enlève des facettes, on perd de la résolution. On n'a pas le choix. Évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire des faces courbes en maillage. Donc, moins on a de faces, plus la courbe sera assez difficile à voir. Donc, vous serez obligé de faire un choix au bout d'un moment. Par contre, il y a quand même un outil qui est excessivement pratique sur Fusion et qui est vraiment génial, c'est que maintenant, on est capable de reconstruire des faces. La première chose que vous allez faire, c'est aller dans l'utilitaire et vous assurer que dans Inspecter, vous avez ici affiché les groupes de faces de maillage qui est activé. Afficher les groupes de faces de maillage. Le raccourci, c'est majuscule F. Et dans le maillage, vous avez ici générer les groupes de faces. Générer les groupes de faces va justement identifier les faces qui devraient être les mêmes. Par exemple, celle-là, là, c'est la même face. Toutes celles qui sont au-dessus, c'est quand même la même face. Donc, on n'a pas besoin d'avoir autant de facettes. Là, je vais prendre un repérage assez précis, avec une tolérance assez fine, et je vais valider. Et là, vous le voyez, j'ai des groupes de couleurs qui se sont faits. Et donc, ces éléments ont été considérés comme la même facette. Vous voyez, quand je passe la souris dessus, c'est devenu la même facette. Et ce qui est vraiment génial avec ça, c'est que maintenant, si je vais dans Modifier et que je fais convertir le maillage et que je vais chercher la méthode prismatique, par exemple, et que je sélectionne mon corps, que je valide, j'ai reconstruit un maillage. Ça, c'est vraiment génial, les gars. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a eu avec l'onglet de maillage. Évidemment, là, c'est un exemple peut-être un peu simple, mais juste de faire ça, ça me permet de n'avoir plus qu'une face et donc de pouvoir travailler presque quasi normalement comme si je l'avais dessiné moi-même, comme si surtout j'avais importé un step. Et ça, c'est vraiment super, c'est quelque chose de très, très puissant. Il faut, je vous le rappelle déjà, reconnaître le nombre de faces, générer les groupes de faces et donc après convertir le modèle en prismatique. Vous avez d'autres outils que je ne peux pas vous présenter, comme combiner les groupes de faces qui est ici, qui va vous permettre aussi d'aller un peu plus loin et de venir raccrocher, si je puis dire, ou plutôt associer des groupes de faces ensemble. On va s'arrêter là sur cette slide. Est-ce qu'on a des questions à ce sujet ou est-ce qu'on poursuit Pas de avec… questions dans le chat, mais je sens que c'est un sujet qu'on pourra certainement développer dans de futures sessions. Il y a certainement beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a énormément de choses à dire sur le maillage, énormément. Là, vous voyez, on a un tout petit peu de temps. Là, je vois qu'il est, il est -20, on a encore un tout petit peu de temps. Oui. Didier, j'ai vu que tu avais une question. Dans une seconde, je voudrais juste vous faire voir, regardez tous les outils qu'on a pour pouvoir travailler sur le maillage. Oui. Regardez, c'est vraiment quelque chose qui est très, très avancé. Je vous le dis, ça fait quelques mois qu'on a cet onglet maillage en plus. Avant, on était obligé d'utiliser d'autres logiciels spécialisés dans le maillage comme MeshLab ou MeshMixer qui sont capables de faire des choses qui sont très avancées aussi, mais beaucoup, beaucoup plus complexes. Et dans Fusion, non seulement on a ça, mais ça reste un logiciel paramétrique. C'est-à-dire que si je retourne dans mon historique, je l'ai. J'ai ces modifications de maillage. Je suis capable de revenir en arrière. Et ça, c'est vraiment excellent. Ça, je sais, je suis passionné parce que ça je l'attendais depuis longtemps. Et quand j'ai vu la mise à jour et que j'ai vu que Autodesk nous présentait cet outil, j'ai trouvé ça génial parce que vraiment, ça m'a enlevé une sacrée épine du pied. Évidemment,
quand vous travaillez avec des fichiers type STL ou type 3MS. Hein. Petite parenthèse, le 3MF, c'est le nouveau format du STL qui permet d'enregistrer plusieurs corps, qui permet d'enregistrer les unités. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous en servir, jetez un coup d'œil au fichier 3MF, qui est donc la version évoluée du STL. Normalement, la plupart des slicers maintenant les lisent sans problème. Et déjà, vous vous assurez d'avoir des unités cohérentes, ça c'est pas mal. Et puis, vous avez la possibilité de mettre plusieurs corps. Donc, si vous avez la chance d'avoir une imprimante multicouleur, vous pourrez définir une couleur pour tel ou tel corps. Didier, je t'écoute. Ton micro est coupé. Ah, je demande de réactiver le son, voilà. Pardon, me couper le micro, c'est la seule façon de me faire taire. Je vois que donc j'appelle ça ton rassemblage de faces là, fait que le regroupement de faces. Ton regroupement de faces fait que toutes les facettes ont disparu ou c'est une illusion d'optique? C'est parfaitement arrondi. C'est pas du tout une illusion d'optique. C'est pas du tout une illusion d'optique et c'est là toute la puissance du logiciel. C'est qu'on a été capable, enfin plutôt Fusion a été capable de reconnaître que cette surface courbe c'était une portion d'arc. Était une portion d'arc. Et ça c'est vraiment très fort. Hein, c'est vraiment très fort. Je vois que Stéphane fait une remarque. Oui, Mesh Mixer. En effet, hein, c'était la solution qu'on avait, c'était Mesh Mixer ou Mesh Lab, hein, il y en a d'autres, mais c'est quand même pas la même paire de manches. Hein. C'est des logiciels qui sont très puissants, qu'il faut apprendre à maîtriser. Et là, avec cet outil de maillage, jetez un coup d'œil, hein, vraiment jetez un coup d'œil, Stéphane. Il y a des choses qui sont vraiment, vraiment pratiques maintenant. Il faut prendre un petit peu hein, l'élément en main, bien sûr, parce que quand on a l'habitude de faire du dessin en conception assistée par ordinateur, on n'a pas trop l'habitude de gérer ce genre de choses. Mais comme vous voyez, sur les pièces simples, hein, évidemment, sur quelque chose de beaucoup plus complexe, je ne vais pas vous dire que ça marche aussi bien, mais là, vous voyez, on a quand même des courbes, on a du plat, on a des trous, on a un petit peu de tout, et on arrive à faire quelque chose qui tient bien la route quand même, et qu'on va pouvoir modifier plus facilement. C'est vraiment super, et on a certainement l'occasion d'en reparler plus tard. Merci Fabien, je te laisse poursuivre. Oui, je poursuis bien sûr avec la dernière. On va venir rebasculer sur la diapo, si j'y arrive, excusez-moi un instant. Très bien. La dernière, c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes. C'est la réutilisation de body ou de composants, l'enregistrer, le copie-sous, le copier-coller. Donc, c'est des choses qui sont assez simples, mais on va refaire un point parce que c'est quelque chose qui est vraiment souvent posé sur les forums. Je vais ouvrir autre chose parce que de toute façon, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Donc, tant qu'à faire, on va ouvrir un petit tire-bouchon comme ça et on va regarder 2-3 petites choses. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'on va utiliser les composants au maximum. Je vous l'ai dit, travailler avec les corps, c'est bien. Travailler avec les composants, c'est mieux. Quand vous travaillez avec les composants, ce sera beaucoup plus facile d'utiliser les composants. Je vais simplement faire un CTRL-C, CTRL-V et je vais pouvoir faire une copie de mon élément. Mais c'est la même chose hein, en réalité. Hein. Soyez assez attentifs à ça. Regardez les petits chiffres qui sont à droite. 2.1, 2.2, 2.3, j'avais déjà fait une copie. Ces éléments sont les mêmes. On réutilise la même chose. Et donc, si ce n'est pas ce que vous voulez, il faudra que vous soyez assez vigilant de ce côté-là. Hein, et pour éviter ça, vous avez la possibilité ici d'enregistrer la copie sous. Donc, si vous voulez enregistrer un élément différent, vous n'aurez pas le choix, il faudra enregistrer la copie du composant sous, ce qui va vous permettre de créer un nouveau élément basé sur le premier, bien sûr, mais sans lien direct. Ça vous évitera, bien sûr, de modifier le premier. Donc, le composant, le copier-coller, le clic droit, enregistrer la copie du composant sous. Ça, c'est pas mal. Et bien sûr, la dernière chose que vous pouvez utiliser, que j'utilise assez souvent, vous pouvez aussi l'utiliser sur les corps, hein, bien sûr. Hein, ce que je vous fais voir, la plupart des éléments, vous pouvez les utiliser sur les corps aussi. Mais je me répète, les corps, c'est bien, les composants, c'est mieux. Vous pouvez utiliser la fonction copie qui est ici, déplacer, copier. Faites attention, elle est très facile d'utiliser cette commande, mais choisissez bien ce que vous voulez et vous n'aurez pas tout le temps les mêmes options en fonction de l'élément que vous voulez déplacer. Et vous dites, mais pourquoi on parle de déplacer alors qu'on parle de la réutilisation des éléments? Parce que dans déplacer, tout en bas, ici, créer une copie. Et donc,
L'une des autres façons, ça va être tout simplement de venir chercher le déplacé, de cocher la case créer une copie et de faire comme ça un nouveau composant de mon élément. Une nouvelle fois, 2.3, c'est le même élément. Hein, ne vous faites pas avoir. Il y a une référence entre ces éléments. Là, si vous voulez vraiment séparer les éléments, faites enregistrer la copie sous et utilisez la méthode qu'on a vue tout à l'heure en venant glisser-déposer à l'intérieur de mon dessin. Je vais créer une référence externe et à partir de ce moment-là, eh bien, je pourrais la modifier à part. C'est aussi pratique, hein, surtout quand vous commencez à faire des designs un petit peu plus complexes. Je vous rappelle, la limitation quand vous allez faire ça, c'est la possibilité que vous avez de référencer des composants ou des bodies à d'autres éléments pour permettre de faire des découpes plus complexes ou des éléments comme ça. Et la solution que je vous propose à ça, c'est d'utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un squelette, un élément qu'on va insérer dans toutes les pièces et qui va piloter la position de tel ou tel point, la position de telle ou telle face, grâce à des plans de construction, grâce à des esquisses, grâce à des éléments linéaires et surfaciques, surtout pas de volumiques. C'est le principe. C'est une méthode qu'on utilise beaucoup dans la conception assistée par ordinateur, hein, d'utiliser un master skeleton, hein, de son vrai terme, qui va piloter des ensembles complexes et qui va nous permettre d'éviter de faire des liens qu'on ne voudrait pas forcément avec des faces. Comme je vous le disais, c'était le sujet sur les congés et sur les chanfreins. Si vous commencez à faire des références sur des arêtes qui ont tendance à se déplacer facilement, il y a quand même beaucoup de chances qu'à la mise à jour de votre dessin, vous ayez quelques erreurs. Et voilà, on est rentré dans les temps, un petit peu rapidement sur la fin. Il nous reste pile 10 minutes pour conclure. Je vérifie si on a quelques questions. Oui, donc pas de là, questions. n'hésitez pas à cliquer l'icône, lever la main si vous voulez poser des questions verbalement avec votre micro, voir votre caméra. Jean-Yves a une question. Donc, je vais lui demander de réactiver son micro s'il le souhaite. Hein. Sinon, il fait ça par la fenêtre chat. Merci, Jean-Yves. Stéphane également. Ouais, Donc, j'avais une question, moi. Ouais. Justement, ça m'intéressait, cette histoire de copie. Bon, je la connaissais. Moi, ce qui m'intéresse, alors j'avais déjà posé des questions dans ce genre-là. La notion de famille de pièces n'existe pas sur Fusion. J'ai pas le droit de le dire. J'ai pas le droit de répondre. Non, mais je sais qu'on n'a pas le droit. Tout le monde en parle, mais on ne voit pas venir. Donc, j'ai pas le droit de répondre à cette question. Je sais que ça va arriver. Non, mais c'est pas ça. Imaginons que l'objet qu'on va copier est issu d'un objet paramétrique. Comment on pourrait faire pour que justement cet objet que l'on copie, on lui attribue une autre valeur? Admettons, on peut jouer sur la longueur. On a un pas de longueur différent. Admettons une vis, on a des vis longueur 10, les longueur 20, longueur 30. Quand on fait la copie, est-ce qu'on a moyen de pouvoir copier et en faisant un nouveau composant, de pouvoir lui attribuer une autre valeur sur Bien sa sûr, longueur? quand on va enregistrer la copie, on aura un fichier séparé dans lequel, évidemment, il faut rester en paramétrique, hein, mais on va retrouver, ici j'ai ouvert la feuille des paramètres, on va retrouver tous les paramètres qui nous ont permis de créer cet élément et on pourra modifier n'importe lequel de ces paramètres. On aura brisé le lien avec le premier fichier. Donc on va pouvoir revenir, par exemple, là sur un perçage, modifier la profondeur, modifier le diamètre sans problème. Le plus difficile, en fait, ça va être de retrouver où est le paramètre. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la feuille de paramètres. Vous aurez l'historique, hein, c'est ce qu'on a vu au début sur la reprise de pièces. En fait, quand on fait enregistrer la copie, soit enregistrer la copie sous, soit avec un copier simple, depuis le panneau de navigation, on ne perd pas l'historique, on ne perd pas les paramètres, et donc on va pouvoir modifier un élément sans problème. Donc, il faut copier l'objet, le déplacer, le copier, et ensuite préciser qu'on va l'enregistrer sous. Alors, il faut faire directement enregistrer sous. On n'a pas besoin de faire une étape supplémentaire entre les deux. On va enregistrer la copie sous. Et quand on aura enregistré la copie sous, on va le glisser-déposer depuis le panneau des données à l'intérieur de notre élément. Ça nous permet d'avoir une référence externe, comme je vous le disais. Et cette référence externe, on va pouvoir la modifier. Ouais.
Bon, vivement les Alors, familles de Nice quand même. je ne sais pas de quoi vous parlez. Simon, alors, on s'est mal compris. Alors, oui, la liste des contraintes dimensionnelles. Moi, j'ai compris la liste des contraintes des relations géométriques, pas la liste des contraintes dimensionnelles. En effet, vous avez ici modifié les paramètres qui va vous permettre de faire beaucoup de choses. En réalité, je ne peux pas tout vous faire voir, mais qui va vous permettre de retrouver tous vos paramètres, mais ça ne va pas forcément vous aider à voir lesquels sont en problématique en réalité. Hein. Ça ne va pas forcément vous aider à trouver quel est le souci. Petite remarque sur cet élément. Le paramétrage, c'est le cœur du logiciel de conception assistée par ordinateur. Si vous rentrez dans le paramétrage, quelque chose de très bien, je vous donne un petit conseil, utilisez les paramètres utilisateurs. Vous le voyez, là, j'ai créé des paramètres utilisateurs parce que l'élément que vous voyez derrière, c'est quelque chose que j'ai imprimé et donc j'ai mis un jeu dedans parce que je n'étais pas sûr vraiment de quel jeu serait suffisant pour faire tourner l'élément. Et j'ai mis un jeu que j'ai récupéré à chaque fois. J'ai mis une épaisseur aussi que j'ai récupérée dans toutes mes fonctions de manière à modifier seulement la valeur à un endroit pour que le jeu se mette à jour dans tous les éléments. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va donner une nouvelle dimension au logiciel. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les paramètres. Ce n'est pas une obligation, mais en fait, par défaut, à partir du moment où vous posez une cote, à partir du moment où vous rentrez une valeur dans une extrusion, vous avez forcément, là, dans la distance, on va sélectionner un contour quelconque, vous avez forcément ici un paramètre. Hein. Vous pouvez aussi le renommer à la volée en tapant son nom, puis égal, et vous allez pouvoir donner un nom comme ça directement à votre paramètre. Ça vous permettra de le retrouver plus facilement. Néanmoins, je vous déconseille quand même de réutiliser directement ce paramètre. Pourquoi? Parce que si cette fonction elle vient à disparaître, vous allez perdre le paramètre et vous allez donc perdre le lien qui va avec. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser les paramètres utilisateurs qui vont vous permettre de garder des paramètres qui sont complètement indépendants de la modélisation de la pièce et qui vont rester tout le temps dans le fichier. Vous ne pouvez pas les perdre, ces éléments. Ok, ouais, merci. Mais c'était aussi pour le petit message qui est en bas à droite quand on a une esquisse sur contrainte. Il nous dit un numéro de contrainte et j'étais jamais capable de savoir à quoi ça correspondait. C'est vrai qu'il faudrait que j'ai le réflexe d'aller dans la liste D'accord, de la oui, retrouver, c'est une quoi. très bonne remarque. Très bonne remarque, en effet. On va vous dire il va vous dire quel nom de paramètres et vous avez la liste des paramètres et leur nom dans modifier les paramètres. Alors, ça commence toujours à des 0 et puis ça fait des 1, des 2, des 3, des 4, etc., etc. Vous pouvez renommer directement les paramètres depuis la feuille des paramètres si vous voulez les retrouver plus facilement. Et bien sûr, vous identifiez où se trouve ce paramètre parce qu'il est rangé dans l'esquisse ou dans la fonction qui a permis de faire le paramètre. Très bonne remarque, merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soit vous posez dans la fenêtre chat, soit vous levez la main. Voilà. Simon est content de ta réponse, Fabien. On arrive bientôt à la fin de l'heure. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais procéder à la fin de la présentation avec les conclusions. Et la fin de la présentation, ce n'est pas la fin de la présentation. Parce que naturellement, je vous rappellerai, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, je vais vous rappeler l'URL sur notre forum Fusion 360. Voilà, je l'ai fait passer dans la fenêtre chat, où vous avez pour l'instant pas grand-chose, mais vous aurez naturellement la vidéo dès qu'elle sera enregistrée, les commentaires et puis un ensemble d'ailleurs de liens complémentaires que je vais vous présenter maintenant. Hein. Donc, je vais repartager ma présentation. Voilà. Donc, on arrive à la voir. Voilà. Merci de nous avoir rejoints, naturellement. Vos commentaires sont les bienvenus. Hein, donc, vos commentaires sur le lien que je vous ai fait passer. Sinon, c'est le forum Fusion 360, tout bêtement, Autodesk, naturellement. Donc, un gros merci naturellement à Fabien Perret pour tous les efforts qu'il a fait et pour, Avec plaisir. pour sa très bonne pédagogie. Je gage que ça ne sera pas fini et que c'est que le début, on verra ça. L'enregistrement sera bientôt disponible. Il sera publié sur notre forum Fusion 360 et également sur la chaîne YouTube Autodesk France, dans une playlist spécifique qui s'appelle les vidéos de la communauté, hein, où il y en a déjà un certain nombre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Vous pouvez naturellement, vous qui êtes ici et présent, et tout le membre de la communauté, devenir vous-même, hein, comme Fabien l'a été,
un présentateur des conversations communautaires, sans nécessairement être expert élite, hein, pas strictement indispensable, pour partager vos connaissances et votre expérience, vous connecter avec la communauté, vous faire de nouvelles connaissances et contacts, hein, communauté après tout, hein, c'est principalement ça, et parler des sujets qui comptent. Pour ça, vous pouvez visiter la page des conversations communautaires. Alors, il y a un QR code ici, il y a une adresse ici. Vous n'allez pas noter naturellement ça sur un papier maintenant, bien sûr. On vous rappellera tous ces liens naturellement sur le forum Fusion 360. Hein. Donc, merci beaucoup, n'hésitez pas si Stéphane. vous avez des... Oui, si vous avez Merci, des... Stéphane. Non, je dis merci à Stéphane quand même, avec plaisir, sur les formations sur LinkedIn. C'est important Oui, d'accord. de le D'accord, préciser. très bien. Merci, Ouais. c'est très gentil. J'avais plus la fenêtre chat les yeux, c'est pour ça. Donc voilà, et une dernière petite chose, la communauté, pour conclure de façon plus large, ben, la communauté, c'est beaucoup de choses, hein. C'est beaucoup de liens. Alors, naturellement, tous ces liens, je vous les rappellerai encore une fois, mais il y a les forums communautaires, il y a les groupes communautaires, il y a le blog Community Voices, sur lequel vous pouvez écrire et proposer des articles, en fait, hein. Le blog Community Journal pour faire connaître les points de vue de l'équipe. Ça, c'est nous-mêmes, les communautés Autodesk, qui publions des articles pour en anglais, hein. Mais ça peut éventuellement changer sous peu. Il y a aussi, pour si vous êtes étudiant, hein, ou enseignant, il y a le groupe Hub étudiant, hein, dont mon collègue Oliver Briggs s'occupe. Donc voilà, tout ça, vous avez tout ça sur la page d'accueil des forums Autodesk de toute façon, hein. Et naturellement, ne manquez pas le prochain épisode des conversations communautaires. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein. La plupart pour l'instant sont en anglais, mais nous avons commencé à faire la première en français aujourd'hui. Il y en aura d'autres en français, il y en a en espagnol, dans d'autres langues, etc., etc. Et c'est mon collègue Sean Hurley que je remercie en anglais parce qu'il ne parle pas français. Thank you very much, Sean Hurley, to support us here technically and to bring all this community conversation. And there are many, many of them. I encourage everybody speaking English to go there. Si vous parlez anglais, bien sûr, allez voir ces conversations communautaires. Évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup. Et c'est absolument passionnant, hein. Voilà, inscrivez-vous naturellement et abonnez-vous, parce que s'inscrire, c'est-à-dire s'abonner pour savoir quelles sont les prochaines conversations communautaires. Vous avez ça sur la page, il suffit de taper dans Google, hein, ou ailleurs d'ailleurs, conversations communautaires ou comité conversation plutôt Autodesk, en anglais c'est mieux, et vous aurez tout ça, hein. Voilà, donc bien, c'est terminé pour la présentation, hein. Je vous remercie tout le monde d'être ici et tous ceux qui la visionneront, je pense qu'il y en aura beaucoup par la suite. Merci Didier pour se lever. Merci Sean. Merci à Fabien tous pour tout. Et on va se quitter ici pour le moment, en attendant la suite. Au revoir. Merci beaucoup et au revoir Merci à tout le monde. Bye Au bye. revoir. Bye bye.